Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Voici les titres du journal. Projet asphaltage à Porto-Novo, les travaux évoluent normalement malgré un léger retard dû aux intempéries de toutes sortes. Le constat dans cette édition. Plusieurs hôpitaux du Bénin en passe de connaître une véritable métamorphose. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Les sites destinés à l'extension ou à la construction de ces hôpitaux ont été remis au cabinet japonais en charge des travaux. Et puis, le programme d'appui à la lutte contre l'impunité et au renforcement de l'état de droit au Bénin a été lancé ce vendredi. Le programme va à la longue contribuer à la lutte contre la corruption. Restituer à leurs militants du département du Koufo les conclusions issues du dialogue politique initié par le chef de l'État la semaine écoulée. C'est l'objectif de la rencontre organisée par la direction exécutive nationale du parti Union progressiste. Quelques députés et cadres de la localité accompagnés de Lazare Serrutan rencontrés à Azové la population. Plus de précisions avec Colombe Amadji et Yves Agodopessi. Comme tout Béninois, la population du Koufo a suivi avec intérêt l'actualité relative au dialogue politique initié par le chef de l'État. Un bon élu de la localité, la délégation de députés est venue raviver la flamme de l'espoir après les conclusions de ce dialogue. Premièrement, faciliter au niveau de la charte des partis l'enregistrement des partis politiques au niveau du ministère de l'Intérieur. Deuxièmement, au niveau de la charte des partis, nous avons abordé le problème des doublons sur les listes des partis. Vous savez qu'au terme du code électoral en vigueur, lorsqu'il y a doublons sur des listes, les deux listes qui sont impactées sont invalidées. Le dialogue a convenu que c'était une injustice que de sanctionner un parti politique, toute la liste d'un parti politique, rien que par le défaut, par le mauvais acte commis par un militant. Ensuite, il a été question de la loi sur le financement des partis politiques. Il y a aussi le consensus est allé dans le sens de voter très prochainement la loi sur le statut de l'opposition. Et les conclusions ont recommandé la tenue d'un atelier sur ce dossier pour permettre de faire des propositions pertinentes pour soit la relecture, soit l'écriture de cette loi. Et enfin, la question de l'année électorale qui va vers le couplage des élections. L'autre motif de satisfaction, c'est la prouesse réalisée par le parti Union progressiste lors des législatives du 28 avril dernier dans la 11e circonscription électorale qui regroupe Kouékamé, Aplahoué et Djakotome. Nous avons constaté que du point de vue de l'enregistrement des militants, le Koufo a eu une très forte avancée par rapport à l'ensemble du pays. Il était de bon ton que nous passions les féliciter et pour que les autres départements puissent prendre l'exemple sur ce qui se passe exactement dans le Koufo. Évidemment, nous en avons profité pour rendre compte du dialogue politique national qu'il y a eu le week-end dernier et nous avons informé nos militants des résultats de ce dialogue. À terme, une fédération de l'Union progressiste du département du Koufo va naître, concluent les initiateurs de cette rencontre. Parlons maintenant du rôle de la société civile dans la gestion des crises politiques en Afrique. L'Association béninoise de droit constitutionnel a réuni plusieurs participants du Bénin et de la sous-région autour d'une table ronde. La rencontre a eu lieu à Cotonou. Le compte-rendu est signé Rachidatou Biomama et Amité Sagudi. 2 jours durant, acteurs politiques de tous bords et animateurs de la société civile vont croiser leurs regards sur la compréhension qu'ils ont du rôle de la société civile en temps de crise politique en Afrique. L'exercice se veut participatif. L'ABDC, l'Association béninoise de droit constitutionnel, avec le soutien financier de la Fondation Hans Seidel, entend ainsi apporter sa contribution à l'édification d'une Afrique meilleure. Quand ils voient le feu ou la fumée qui s'élève d'un toit,
quand ils voient des difficultés, l'incapacité des acteurs politiques à se parler, parfois, la société civile s'interpose et sert de pont entre les différents bords politiques pour que le dialogue puisse être renoué. C'est ce rôle de la société civile, mais également celui visible dont nous parlons, mais également celui invisible qui ne peut être sondé par des acteurs comme vous et moi. C'est ce rôle que nous voulons évaluer ensemble. Ce colloque s'impose comme un creuset de partage d'expériences, des cas pratiques, de situations, de crises politiques pour lesquelles la société civile a joué un rôle majeur. Je participe à ce colloque pour aller apprendre des autres, entendre d'autres sons de cloche. Ce qui doit nous interpeller aujourd'hui, c'est de savoir quel type de société civile pour les crises politiques en Afrique. Je voudrais aussi qu'on s'assure que cette société civile dont on parle a les capacités et les moyens non seulement de prévenir, mais également de gérer et de contribuer à la résolution des crises politiques en Afrique. L'ABDC est une société scientifique engagée pour la démocratie et la bonne gouvernance au Bénin et en Afrique. Elle espère, à travers cette rencontre, confronter l'expérience béninoise de la société civile à celle des pays de la sous-région. Objectif, permettre à ces acteurs de mieux assimiler leur rôle, de même que les instruments, mécanismes et stratégies d'analyse de crise politique en Afrique. Audience publique à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Ce jeudi, le président et les conseillers ont reçu une délégation des responsables de la radio Soleil FM. Suite à la diffusion d'un reportage, Soleil FM s'en sort plutôt bien puisque la chaîne de radio n'écope que d'une mise en demeure. Les détails avec Océane Moussou et Pascaline Seway. Toute chose n'est pas bonne à dire. Toute vérité a son moment. À l'ordre du jour de cette plénière, l'audition publique des responsables de la radio Soleil FM, invités par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication à s'expliquer sur la publication d'une information qui inciterait à la haine et à la violence. Les faits incriminés datent du 15 octobre 2019. La direction des médias a porté la connaissance du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC, que la radio Soleil FM a diffusé au cours de l'émission du journal parlé du mardi 15 octobre 2019 un reportage de M. Belhassim Belko Boukari, son correspondant à Parakou. Dans le dit reportage, le correspondant a indiqué que l'honorable Adam Bagoudou a été pris à partie lors de la cérémonie de week-end de sa tante à Tchaourou, quartier Ayegou. Il a précisé que la tension serait apaisée avec le départ du député et de ses accompagnateurs. Il a ajouté que les élections législatives du 28 avril 2019 ne se seraient pas déroulées dans la commune de Tchaourou, le matériel électoral ayant été entièrement saccagé. M. Belko Boukari a fait observer que le bilan des violents affrontements post-électoraux n'a pas été fait à ce jour. Il a, pour finir, mentionné que l'honorable Mariam Talata Zimé, premier vice-président de l'Assemblée nationale, aurait été éconduite à Tchaourou après un tête-à-tête avec le roi de la localité. Les responsables de Soleil FM n'ont pas pu apporter les preuves des allégations publiées dans le reportage incriminé. Toutefois, ils font amende honorable. Nous n'avons pas intérêt à mettre Tchaourou à feu et à sang. On peut se tromper en tant qu'être humain, emporter, faire ce papier, mais jamais derrière la tête signer avec cette idée de remuer le couteau dans la plaie, de faire du mal au pays, parce que nous appartenons à ce pays. Les conseillers, après analyse des faits et circonstances, délibèrent. La plénière, après en avoir délibéré, décide. Les responsables de la radio Soleil FM sont mis en demeure de respecter les dispositions des articles 211 du Code de l'information et de la communication, 16 et 17 de la convention signée avec la HAC
et de l'article 2 du Code de déontologie de la presse béninoise. Institution républicaine prévue par la Constitution du Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a en charge la régulation des organes de presse opérant sur le territoire national. Les préfets des 12 départements du Bénin tiennent à Parakou la deuxième édition de leur rencontre statutaire. L'objectif est d'échanger sur la vie et le fonctionnement des départements. Ce sera également l'occasion pour les autorités préfectorales d'évaluer les performances réalisées par rapport aux recommandations de la première conférence. Sylvestre Savy était à la cérémonie d'ouverture ce vendredi à Parakou. Voici son compte rendu. À l'entame de cette rencontre, des hommages militaires. Pendant 2 jours, la conférence des préfets va passer en revue, entre autres, la situation sécuritaire dans les départements, le niveau d'implication des préfets dans la mise en œuvre des activités du projet d'appui aux communautés pour l'extension des services sociaux de base. La conférence des préfets, s'il était besoin d'en faire le rappel, est une instance de coordination périodique entre les préfets et les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale en vue d'apprécier l'état de fonctionnement des départements, le niveau de mise en œuvre du processus de décentralisation et de déconcentration, d'échanger des expériences et d'harmoniser les pratiques en matière de commandement territorial, de recenser les difficultés rencontrées et de faire des propositions pour l'amélioration des performances de l'administration. Je suis persuadé que la présente rencontre permettra d'accélérer le processus d'élaboration des plans départementaux de coordination des actions de développement, PDCAD, en vue de faire du préfet l'acteur principal de mise en œuvre des politiques publiques dans le département. Et ce rôle d'acteur principal de développement est fortement salué par le ministre de l'Autorité publique. Sakalafia n'a pas manqué de rendre hommage à chacun des préfets pour le travail déjà abattu sur le terrain afin de soulager les populations. Mon intime conviction pour rétablir la quiétude et la confiance des populations est la prise de mesures urgentes afin de faire efficacement face à ces situations qui ont pour nom les enlèvements de citoyens contre paiement de rançon, les cas d'assassinat crapuleux et de traitements inhumains et dégradants, le cas de conflits territoriaux ouverts ou latents entre villages d'un même arrondissement, d'une même commune ou de 2 communes voisines méritent également votre attention. Beaucoup de nos concitoyens, en l'occurrence dans le Mono, vivent des affres des inondations en ce moment. Je voudrais également vous inviter à traiter avec plus de rigueur les conflits intra- et interreligieux aux conséquences sociales imprévisibles. De même, je vous exhorte à une meilleure prise en charge du phénomène de la transhumance dont la campagne 2019-2020 est prévue pour démarrer en décembre prochain. L'année 2019 est marquée par le souci et la volonté affichée de notre ministère d'accompagner les acteurs locaux en vue de l'amélioration de la gouvernance locale, tant dans nos communes que dans les administrations déconcentrées. Madame et Messieurs les préfets, la bonne administration des communes est une fonction déterminante pour le développement d'un pays. Nous devons par conséquent l'assumer avec engagement et loyauté. Pour ce faire, nous devons œuvrer en vue de créer au niveau local les conditions propices à l'atteinte des objectifs de développement fixés par le gouvernement. Les dysfonctionnements et les problèmes que vous avez évoqués à travers l'allocution de votre représentant par rapport à la vie des populations, la gestion des communes et des préfectures ont retenu notre attention. Je voudrais vous rassurer que les membres de mon cabinet et moi-même sommes informés de la plupart de ces problèmes et nous nous employons déjà à les solutionner. Chaque participant à cette rencontre travaille pour aboutir à des recommandations fortes pouvant impacter toutes les communes du Bénin en vue d'améliorer les conditions et la qualité de vie des populations.
Dans la ville de Porto Novo, le projet asphaltage et la construction des infrastructures routières évoluent normalement malgré le léger retard dû aux intempéries de toutes sortes. Les populations se réjouissent. Selon elles, ce projet va contribuer de façon significative à la réhabilitation de la capitale du Bénin. Jérôme Hongbo, Bristiboso. Depuis des années, Porto Novo ne présente plus aucun aspect d'une ville capitale. Aujourd'hui, elle fait partie des 9 communes pilotes retenues dans le projet gouvernemental Asphaltage. C'est un projet qui adresse de façon globale le cadre de vie. Cela consiste à rénover, réhabiliter nos axes urbains qui aujourd'hui sont dans un état délabré. Outre les travaux de bitumage, nous avons aussi des travaux de pavage, des travaux de collecteurs, donc collecteurs d'eau pluviale. Et au-delà de ces travaux que nous appelons généralement VRD, voirie, réseaux divers, nous avons de l'aménagement de façade à façade. Ainsi, elle bénéficie du lot 15A avec plus de 22 km de travaux à réaliser. Des voies primaires, des voies secondaires et des voies tertiaires sont prévues selon l'adaptation au lotissement et aux emprises. En s'adaptant au site, on a catégorisé les routes en 3 types. Les routes primaires, qui sont les routes 2x2 voies, partout où l'emprise permet d'avoir cette largeur de chaussée. Les routes secondaires, c'est les routes où c'est bitumé toujours, mais ce n'est pas 12 voies, une licence. Et les routes tertiaires, c'est les routes où on fait que du pavé, parce que la largeur entre riverains et riverains n'est que de 15 mètres, donc on ne peut pas avoir des grandes routes bitumées. De janvier pratiquement aujourd'hui, en 7 mois, 8 mois, on est à 40%. Il nous reste encore 11 mois de travaux à faire. On est en pleine chaussée. La plupart des caniveaux sont finis, autour de 75%. Et on est en phase de chaussée. Au quartier Aïmlon-Fidé, les travaux sont en cours. S'il n'y a plus, vraiment, le quartier est vraiment inondé. Mais maintenant, bon, je suis en train de constater que ça va mieux. Et j'ai vu le quartier, c'est un chantier. Et que Dieu les aide à finir. Il faudra que l'État béninois les aide, leur fournir les matières nécessaires pour qu'ils finissent vite. Voici Kandevie Seriki. Patrice Talon sort ce quartier de son état de dégradation très avancé. Pour les populations, il n'y a pas comparaison. Nous, on se sent oubliés. À Porto Novo ici, on se sent oublié complètement. Plus de 60 ans que moi je suis né, on n'a jamais vu ça. Beaucoup de personnalités viennent ici, dans le palais. Mais la voix, ils voient la voix, rien ne fait. Mais Dieu merci. Le président Talon n'a jamais mis pied ici, mais il s'est rappelé de nous. Et on le remercie beaucoup et on lui souhaite longue vie. Vous voyez la voie qui passe, l'avant là, devant mon palais. Vous voyez comment c'est? Nous prions Dieu pour que le chef de l'État se souvienne de nous. C'est à cause de la voie là que j'ai vendu ma voiture. Et quand ils ont commencé par poser les pavés sur lesquels je suis présentement là, c'est avant-hier que j'ai acheté une autre voiture. C'est vrai que je ne vais pas amener ça à la maison parce que les travaux ne sont pas encore finis. Mais je préfère déjà acheter ma voiture et quand ils vont terminer, je serai parmi les premiers qui vont circuler sur les nouveaux pavés. Monsieur le Président Patrice Talon, ce temps-là, vraiment moi je vais dire que vraiment c'est un temps de miracle pour nous dans le quartier. Parce que ça nous rendit heureux et puis notre quartier est joli maintenant à voir. Celui qui a voyagé 25 ans après, s'il vient dans le quartier aujourd'hui, il va dire que oui, qu'on a trouvé un bon président. Alhamdulillah, je remercie Allah Tout-Puissant que j'ai la santé, j'ai grandi dans le quartier et j'ai vu tout ça là dans le quartier. Porto Novo, c'est aussi la construction d'infrastructures routières qui relient plusieurs arrondissements et traversent la ville. L'élément premier d'un développement passe par les infrastructures routières. Quand il y a les infrastructures routières, les opérateurs
économiques ont la volonté de venir s'installer dans cette ville. Et en s'installant dans cette ville, ils créent de l'emploi. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui par ces voies, ces nombreuses voies qui sont en train d'être bitumées. Les enfants de Porto-Novo trouvent du boulot. Au moins, ça règle un problème de développement. En même temps, ça règle un problème de chômage. Il faut comparer les 3 ans et demi de Talon aux 29 ans qu'a connu de 90 à ce jour notre pays. Mais c'est formidable. Donc les gens sont conscients de ce que fait Talon pour le Bénin. Et Talon est une chance pour le Bénin. Vers les Misreti, à Tokota, c'est des trucs qui me rendent content parce que je vous jure, depuis que Porto-Novo est Porto-Novo, il n'y a jamais eu de ces genres de trucs-là. Peut-être 3 présidents peuvent passer et faire ce que Talon est en train de faire à Porto-Novo. Je ne mélange pas ce qui se fait à Tokota et Wando. Porto-Novo centre ici seulement là. Eux tous quand ils viennent, c'est peut-être en 5 ans on peut faire 2 tronçons et bon c'est fini. Et après c'est des trucs qui ne tiennent pas même. Et nous on a suivi tout ce qui se passe ici. Les pavés sont bien posés. Moi je ne suis pas politicien. Ce que moi j'ai pu encourager c'est un président qui construit des voies pour que je puisse sortir et retourner chez moi sans problème. Bâtir la cité comme ça là. Je lui fais. C'est un bon président. Si on arrive à le convaincre à renouveler son mandat, c'est que nous aurons un pays où chaque Béninois serait fier de brandir son passeport pour dire je suis Béninois et réclamer cette nationalité. La réhabilitation de la ville de Porto-Novo tient à cœur au chef de l'État. D'autres grands chantiers sont ouverts dans les départements de Louimé et du Plateau. Le collège d'enseignement général d'Arosso-Beta dans l'arrondissement de Toba, doté de 200 tables et bancs. C'est un don de la présidente du parti UDBN qui vise à accompagner le programme d'action du gouvernement dans le domaine de l'éducation. On fait le point avec Axel Dancy et Alexis Kenom. Les apprenants du CEG Arosso-Beta n'auront plus à soulever des tables et bancs et les traîner de salle en salle. Ce calvaire est fini pour toujours. C'en est fini avec le calvaire du manque de mobilier scolaire au collège d'enseignement général à Rossou-Beta, dans la commune d'Abomey-Calavi. Un don vient de combler ce vide. 200 tables et bancs ont été offerts pour améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants. Le geste émane de Dame Claudine Afiavi Prudencio. Votre arrivée cet après-midi, les bras lourdement chargés de mobilier en quantité et en qualité, donnent un ouf de soulagement à tous les usagers du collège, en particulier les élèves. Au nom de tous mes camarades apprenants du CEG à Rossou-Beta, je vous dis un sincère merci. Que Dieu vous le rende au centuple et vous bénisse dans tous vos projets. La communauté du CEG à Rossou-Beta et la population de Toba vous disent merci. Au cri de détresse des usagers de cette école, elle a répondu et à juste valeur. Des honneurs lui ont été rendus. Elle s'en réjouit et promet de réitérer l'acte. Je suis venue faire un don qui vise à accompagner le programme d'action du gouvernement comme j'ai l'habitude de le faire. Ce que nous faisons pour accompagner le programme d'action du gouvernement, c'est qu'on s'est dit que le gouvernement ne peut pas tout faire. Nous n'avons pas de ressources pétrolières et de ressources minières, on en a très peu. Donc il faut accompagner le gouvernement que nous soutenons. Je continue parce que le président Patrice Talon est un président que je soutiens. Je dois l'accompagner jusqu'à la fin de son mandat et je continue. Je reviendrai dans ce CEG pour voir dans quelle mesure je pourrai encore accompagner le CEG.
Un acte de générosité, salué même jusqu'au gouvernement. Au nom de toute cette communauté scolaire, pour finir, nous voulons vous dire 3 mots, honorable présidentielle. Le premier est merci. Le deuxième mot est encore merci. Mais le troisième, le plus important, et il ne faut pas qu'on oublie, honorable présidentielle, c'est merci. La présidente de l'UDBN entend faire davantage pour booster le secteur de l'éducation au Bénin afin que ses enfants assurent dans les meilleures conditions la relève de demain. Le Royaume des Pays-Bas puis le Bénin dans le processus de sécurisation du foncier. Un mémorandum a été signé dans ce cadre par les deux partenaires. Il définit clairement le cadre du partenariat dans la perspective de mettre en place une administration foncière moderne. Koudous Abdoulaye. Le pas est franchi avec la signature de ce mémorandum pour la sécurisation du foncier au Bénin. Le Royaume des Pays-Bas s'engage à mettre à disposition son expertise pour une gestion efficiente du foncier au Bénin à travers la mise en place d'une administration moderne. On veut avoir une sécurité foncière qui est la base de l'économie, qui est la base des investissements agricoles pour la sécurité alimentaire, qui est la base pour un développement équitable. Le cadre du partenariat est donc défini après cette signature et déjà, les regards sont tournés vers sa mise en œuvre. Le plus important, c'est la suite. C'est la mise en œuvre des activités prévues et c'est la synergie de l'ensemble des intervenants pour que nous puissions arriver à la mise en place effective du cadastre, à son opérationnalisation. Dans le cadre de la réalisation du cadastre national, le gouvernement avait en son temps annoncé que les ressources humaines, matérielles, financières nécessaires seront identifiées et mobilisées pour que les travaux de modernisation soient des travaux de très grande qualité. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que toutes les expertises nécessaires sont là. Avec ce mémorandum, les deux partenaires travailleront en synergie pour la reconstruction du cadastre, l'un des projets phares du gouvernement qui contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement équilibré de l'espace national. Bonne nouvelle pour les étudiants de l'Institut supérieur d'expertise et de gestion. Ils reçoivent des bourses de formation en licence et master, un don de la Fondation Zakat Sadaka. La cérémonie d'attribution des 400 premières attestations de bourse a eu lieu mercredi. Estelle Dokono, Monique Torrent. Ils sont 400 et ils ne constituent que la première vague de lauréats de ces bourses universitaires mises par la Fondation Zakat et Sadaka à la disposition des étudiants de l'Institut supérieur d'expertise et de gestion. Cet octroi de bourse de licence et de master est le fruit d'un partenariat qui est parti pour durer plusieurs années. En effet, la Fondation Zakat et Sadaka, dans la droite ligne de la réalisation de son plan de travail annuel PTA 2019, a fait de l'ARS formation universitaire son levier de performance, en octroyant, bien évidemment avec l'appui de ses partenaires, 1000 bourses universitaires, licences et master à l'Institut supérieur d'expertise et de gestion d'une valeur de 250 millions de francs CFA. Par ces gestes louables, la Fondation Zakat et Sadaka, partenaire privilégié de l'État béninois à travers l'accord cadre, insuffle un nouveau dynamisme à la vision du gouvernement dans la réforme du secteur universitaire en impactant qualitativement la formation diplômante de la jeunesse. Des mots de gratitude et des mots d'exhortation au mérite. Le directeur général de l'ISEG s'adresse en particulier aux étudiants. Je vous exhorte à saisir votre chance pour réaliser vos rêves, vos ambitions. ISEG est heureux de vous accueillir
et vous garantir une formation de qualité, clé de toute insertion professionnelle. Pas encore le parchemin du succès, l'attestation de bourse accordée à chaque étudiant représente plutôt une invite au redoublement des efforts pour les meilleurs résultats possibles. Les récipiendaires semblent bien en avoir conscience. Au nom de tous les lauréats et en mon nom personnel, je prends ici l'engagement de tenir haut l'étendard de l'excellence afin que la flamme de la pérennisation de ces bourses ne s'éteigne point. Après ces 400 attestations de bourses universitaires octroyées, une seconde vague de présélection sera lancée le 21 octobre prochain. Sélection au bout de laquelle 600 autres bourses seront attribuées. Extension, construction ou reconstruction, plusieurs hôpitaux du Bénin sont en passe de connaître une véritable métamorphose. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Les sites destinés aux différents travaux ont été remis lors d'une tournée dans les départements de l'Atlantique et de l'Ouémé. 3 grands hôpitaux, l'un à construire, les 2 autres à étendre. Destination Alada, Ouida et Avrancourt. Première étape de cette tournée, l'hôpital de zone d'Alada. Ici, le besoin d'extension se ressent avec acuité. Cet hôpital de zone, qui dessert en particulier les populations des communes d'Alada, de Tofo et de Zé, était insuffisant en lit pour accueillir les patients. Or, force est de constater que c'est l'hôpital de référence de la zone doté de moyens ultra-modernes contribuant effectivement à l'amélioration considérable des services médicaux. Inauguré le 25 août 2018 par le ministre de la Santé et qui était consacré à donner des services de gynécologie, de médecine générale, de chirurgie et d'imagerie médicale et de laboratoire, s'est vu très rapidement exigu par rapport aux besoins des populations, non seulement de Alada, Tofo et Zé, mais des populations environnantes. Et déjà à cette date-là, les populations avaient déjà émis le vœu de ce que leur hôpital de zone réponde aux normes de construction d'infrastructures de ce type-là dans notre pays, qui habituellement sont de 120 à 150 lits. Alors que l'hôpital a été inauguré pour une capacité de 65 lits. Le site est confié à un cabinet japonais pour l'exécution des travaux. Deuxième étape, la commune de Ouida. Un hôpital de référence, l'un des plus grands du Bénin, verra le jour dans la ville historique. C'est un hôpital de standing international. C'est un projet qui s'intègre dans la grande vision de développement et de promotion du tourisme de la commune de Ouida. Cet hôpital va connaître des services généraux de médecine, des services de chirurgie, de traumatologie, de réanimation, et va bénéficier d'un plateau technique moderne. Ma joie est grande parce que la situation du système sanitaire dans la commune de Ouida est préoccupante, avec des statistiques alarmantes. Un plateau technique qui ne répond plus aux exigences du temps. Direction le département de l'Ouémé. Dans la zone sanitaire Avrancourt Adjara à Promisrété, l'hôpital existant était devenu trop exigu pour les besoins des populations. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir parce que d'ici à quelques mois, Achupa deviendra le siège, disons la capitale des soins de qualité, des soins de référence pour nos populations. La réalisation de ces grandes infrastructures hospitalières n'est qu'une étape. Il est prévu au programme d'action du gouvernement que les autres régions sanitaires du Bénin soient progressivement impactées à leur tour.
Intéressons-nous maintenant au lancement du programme d'appui à la lutte contre l'impunité et au renforcement de l'état de droit au Bénin. Le programme a pour objectif de contribuer à la lutte contre la corruption. Sa mise en œuvre fait suite à l'adoption du rapport d'évaluation du système national d'intégrité du Bénin. Christelle Tongodo et Brice Thiboso. La corruption n'est pas une fatalité, mais la lutte qu'elle appelle est un combat de longue haleine. Le ministre de la Justice et de la Législation, à l'occasion du lancement du programme d'appui à la lutte contre l'impunité et au renforcement de l'état de droit en République du Bénin, s'exprime sans tabou. Pour lui, la victoire sur le fléau de la corruption est à portée de main. Le succès de la lutte contre la corruption et l'impunité est tributaire de 3 facteurs. Il faut un cadre juridique, il faut un cadre institutionnel et une volonté politique inébranlable. Nous avons tous ces facteurs-là dans notre pays, à savoir que le cadre juridique existe, a été renforcé. Depuis la loi contre la corruption, il a été voté au début de cette année, la loi sur le renforcement de la gouvernance juridique et judiciaire. S'agissant du cadre institutionnel, au-delà donc de ce que, dans la mise en œuvre du programme d'action du SNI, le gouvernement a effectivement institué tous les organes, nous avons une juridiction spéciale qui s'occupe de la lutte contre la corruption, qui est un instrument majeur dans la lutte contre la corruption. Et puis la volonté politique. Le président de la République, M. Patrice Talon, l'a indiqué déjà dans la campagne. Il l'a dit dans son discours d'investiture qu'il fera de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants. Malgré cette volonté affichée par le gouvernement, la corruption et l'impunité semblent toujours avoir droit de cité. Pour l'atteinte des objectifs assignés à ce nouveau projet, le concours de tous les acteurs du système, chacun dans son rôle, est souhaité. La loi nous donne les cadres, mais la réalité sur le terrain est parfois différente. Malgré les progrès témoignés par l'amélioration des 10 places dans l'indice 2017 de Transparency International sur la perception de la corruption par rapport au classement de l'année précédente, le dernier baromètre mondial de la corruption pour l'Afrique 2019 relève que les défis devant nous est quand même importante. Pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, il est impérieux que la volonté politique manifestée au plus haut niveau de l'État, à travers les jalons que nous venons de vous mentionner tout à l'heure, soit soutenue jusqu'à l'aboutissement du changement escompté dans le plan d'action SNI, voire au-delà. Nous comptons sur l'engagement de chacun à promouvoir la bonne gouvernance et l'état de droit afin que les fruits attendus de ce nouveau programme tiennent la promesse des fleurs pour une lutte authentique et réelle contre la corruption au Bénin. Le programme PALIRED est financé par le gouvernement du Bénin et l'Union européenne. Il sera mis en œuvre par Transparency International en partenariat avec Social Watch. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.